Mais regardez ce que j'ai là, le tout nouveau GFX 100 RF que j'ai pu tester pendant quelques jours avant sa sortie. J'ai dû garder la bouche cousue et garder le secret pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, mais enfin là, il a été annoncé et je peux vous en parler. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de cet appareil qui pour moi est un véritable game changer dans le milieu de la photo en général, toutes marques confondues, pas que chez Fujifilm, mais évidemment en particulier chez Fujifilm. Là, il y a vraiment un pari qui est pris et j'espère que ce pari va être payant. On va le voir, on va déjà avoir des éléments de réponse dans cette vidéo et puis je pense que je referai une vidéo dans quelques semaines dessus pour faire quelque chose d'un peu plus complet puisque là j'ai pu l'utiliser pendant exactement 48 heures avec de mon côté et puis mon compère Monsieur Sanders du Bistrot de la Photo a pu lui aussi l'utiliser et d'ailleurs en même temps au même moment sort deux vidéos, celle-ci vous êtes en train de regarder et une autre sur mon autre chaîne le Bistrot de la Photo avec mon compère Monsieur Sanders où on va en parler plutôt du plaisir et de l'ergonomie, de l'histoire de cet appareil, d'où il vient, pourquoi il est là, comment il s'intègre dans le milieu de la photo, quelle est sa philosophie. On est plutôt sur des choses métaphysiques sur le bistrot de la photo, mais c'est intéressant vraiment que vous regardiez les deux vidéos. Celle, la mienne, évidemment, qui va être un peu plus technique et on va vraiment se concentrer sur l'ergonomie de l'appareil et puis on va regarder quelques photos ensemble. Et puis celle du bistrot de la photo où on parle vraiment plutôt encore, on va voir encore plus de photos déjà. Et puis on parle vraiment de la philosophie de cet appareil photo avec un photographe, Monsieur Sanders, qui pour moi est plutôt la cible de ce nouveau GFX, encore plus que moi. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir également son avis. Regardez bien donc les deux vidéos, je vous mets le lien ici en haut à droite. Je ne sais pas très bien où ça apparaît, mais de toute façon ce sera également en bas de la vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez Fujifilm, si vous aimez la photo de portrait ou la photo de mode, cette chaîne est faite pour vous. Alors abonnez-vous et puis activez la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Et puis le pouce bleu, évidemment. Je suis certain que vous en avez déjà mis un. Ça permet de m'aider au référencement, d'aider ma chaîne. C'est un super soutien pour moi. Si vous voulez voir ce que je fais en termes de photos, dans mon métier de photographe de mode et de portrait, eh bien c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte EKS_création. Vous trouverez le lien de mon compte Instagram juste ici en bas de la vidéo et puis vous avez le nom de mon compte Instagram qui s'affiche en permanence ici en haut à gauche de votre écran. J'ai la chance d'avoir ma propre boutique Fujifilm où je vends le matériel Fujifilm. Donc si vous voulez acheter votre nouvel appareil photo, votre nouvel objectif, etc. Déjà, je réponds sur mes réseaux sociaux et principalement sur Instagram à toutes vos interrogations. Je vous aide dans votre choix et puis je vous aide aussi dans l'après-vente. C'est sur la boutique du Fujis que ça se passe, c'est ma propre boutique Fujifilm. Le lien est également en bas de la vidéo, puis vous avez le bandeau qui apparaît juste là. Achetez votre matériel Fujifilm, eh bien c'est un énorme soutien pour mon travail et j'essaye de vous renseigner au mieux à travers cette chaîne, à travers mes différents réseaux. Donc c'est sur la boutique du Fujis que ça se passe et ce GFX 100 RF que j'essaye de ne pas fourcher est également en précommande ou en vente sur ma boutique, la boutique du Fujis, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Donc j'espère que si vous craquerez pour cet appareil, eh bien vous passerez par la boutique du Fujis, livraison gratuite en France, en Belgique et au Luxembourg. Donc ce GFX 100 RF, je vais essayer de ne pas fourcher tout au long de ma vidéo. Eh bien, c'est un point and shoot, vous voyez, donc un objectif fixe. On va reparler de cet objectif très vite. Donc, dans une philosophie vraiment de transport et de voyage, mais alors, ce qui est extraordinaire, on va le mettre là, regardez comme il est beau. Ce qui est extraordinaire sur cet appareil, c'est que c'est un appareil à grand format. On va essayer d'éviter de dire moyen format, puisque le moyen format, généralement, quand on parle de moyen format, on parle du 6-4,5, qui est vraiment la pellicule. Là aussi, je vous renvoie sur la vidéo du bistrot qu'on a tourné sur ce GFX, où on parle un peu plus des pellicules. Ici, on est sur du grand format, puisqu'on est plutôt sur du format et proportion 4/3, qui est un petit peu plus petit d'ailleurs au niveau de la taille, le capteur, que la pellicule d'antan. Voilà pourquoi on dit grand format et pas moyen format. Donc c'est un monobloc et il doit certainement vous rappeler quelque chose puisque il s'inspire clairement d'un succès avéré chez Fujifilm qui est la gamme X106 maintenant, qui est juste là, regardez, je l'ai là, et on peut les comparer l'un à côté de l'autre. On voit qu'on a des frères jumeaux avec un qui est un peu dopé là-bas, qui a pris un peu plus de protéines que l'autre, mais aussi on est vraiment sur exactement la même philosophie, vous voyez, même au niveau de la dénomination, des couleurs utilisées, etc. Et puis, des molettes, on a vraiment en fait le grand frère du X106 ici pour le coup, même au niveau de la philosophie de l'optique, on va y revenir. Donc voilà, là on est clairement, si vous étiez intéressé par le X106 mais que vous aviez peur peut-être d'être trop limité par la taille de capteur de la PSC, eh bien Fujifilm vous a entendu en sortant ce GFX 100 RF. Voilà, on met le
X106 de côté. On va vraiment se concentrer maintenant sur son grand frère qui vient juste de sortir. Donc c'est un grand format 100 millions de pixels. C'est exactement le capteur qu'on retrouve dans tous les autres GFX 100, 102, 100 S2 d'ailleurs. Donc on a exactement le même capteur. Il est équipé donc, vous voyez ici, d'une optique, alors 35 mm, mais il faut faire un ratio, alors là, ce coup-ci, il faut diviser, puisqu'en équivalent 24-36, donc plein format, c'est un 28 mm, donc on est clairement sur un grand angle ici. Je vais revenir pourquoi ce choix de 28 mm, qui peut faire tiquer certains. On retrouve au niveau de l'ergonomie du typique Fujifilm, avec tout en mécanique qui permet de régler son triangle d'exposition de manière 100% contrôlée, sans devoir passer par les menus, avec l'ouverture ici sur la bague. On a ici une double bague, celle qui permet de régler la vitesse juste là. Et puis, si je tire vers le haut, je peux régler ma sensibilité ISO. Donc, on a vraiment le triangle d'exposition qu'elle a. Et on a même ici une petite molette si vous êtes dans un mode priorité ouverture, par exemple, ou un mode priorité vitesse. Eh bien, dans ce moment-là, vous pourrez changer votre exposition, votre correction d'exposition ici à droite avec la rouette. Bref, tout est équipé là-bas. À l'arrière, on retrouve les boutons ici pour pouvoir régler son type d'autofocus, les boutons habituels pour naviguer dans le menu et le viseur déporté RF qui, en fait, pour Fujifilm, c'est une mention à rangefinder. Ça aussi, on va y revenir parce que c'est un peu délicat comme mention. En tout cas, si c'est vraiment ce qu'ils ont voulu dire, ça peut aussi faire gracer certaines personnes. Alors, cet appareil a des particularités énormes. Déjà, c'est son capteur. Donc, le grand format, vous voyez, je me trompe, mais le grand format permet d'avoir une dynamique énorme. C'est quand même un capteur qui est 68% plus grand qu'un plein format et qui est 4 fois plus grand qu'un APS-C. Donc on a énormément plus de dynamique, on a plus de détails grâce aux 100 millions de pixels et on a une gestion du bruit qui est largement supérieure. Là aussi, on va y revenir quand on verra les photos. Bref, on a plein d'avantages. En fait, c'est un appareil qui va s'adresser aux professionnels et aux amateurs avertis plus qui ont envie d'avoir dans la poche un appareil sans concession au niveau de la qualité optique et de la qualité du capteur. Ici, l'optique, je vous ai dit, c'est un 28 mm f4, donc il n'ouvre pas plus. Ça permet évidemment d'avoir une optique pancake hyper compacte pour que l'appareil soit le plus compact possible. Vous voyez, pour un grand format, pardon, regardez comme il tient hyper bien dans la main. Là aussi, il fallait une optique qui était légère. Voilà pourquoi leur f4, si on avait fait une f2 ou une f2.8, elle aurait été beaucoup plus imposante. Il fallait quand même faire des choix. Maintenant, on va parler évidemment de ses caractéristiques techniques. Donc, c'est à 100 millions de pixels en grand format, je vous l'ai dit. Donc, 28 mm, tout ça, on le sait. Maintenant, on va passer peut-être à quelque chose qui risque aussi de faire jaser. Il n'y a pas de stabilisateur dans cet appareil. Voilà, cet appareil n'est pas stabilisé. Si je fais ça, mon Dieu, tout sera flou. Effectivement, ils ont fait le choix de ne pas mettre de stabilisateur, pour moi, pour 2 raisons. La première chose, c'est le prix. Plus on met de choses dans un appareil, plus il va être cher. Donc, on va directement attaquer le prix. En prix catalogue, il est à 5 500 €. Donc, c'est vraiment du très haut de gamme. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Est-ce que c'est cher? Je déteste ce mot. Si vous trouvez que c'est cher, c'est qu'il n'est pas fait pour vous, simplement, parce que ça veut dire que cher, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est trop d'argent par rapport à ce que vous allez en retirer. Alors là, effectivement, c'est cher. C'est beaucoup d'argent. Là, par contre, c'est pareil pour tout le monde. Effectivement, c'est une fameuse somme, mais c'est certainement une somme qui peut être très bien investie pour certains types de photographes. Donc, je reviens à ce que je disais. Il n'y a pas de stabilisateur pour déjà permettre peut-être de réduire le coût, mais surtout pour qu'il reste compact. Si vous rajoutez un stabilisateur dedans, donc je vous rappelle qu'un capteur stabilisé, il y a tout un moteur de stabilisation qui se trouve autour. Là, on a un capteur qui est 68% plus grand qu'un plein format et 4 fois plus grand qu'un APS-C. Donc, si vous rajoutiez un moteur de stabilisation, il était beaucoup plus gros. D'ailleurs, vous voulez un GFX avec 100 millions de pixels et un stabilisateur, eh bien, vous savez quoi? Ça existe. C'est ceci. Voilà, c'est un GFX 100 S2 par exemple. Regardez que ici on le voit, c'est beaucoup plus épais, je vous assure que c'est beaucoup plus lourd. Regardez sur le côté, et si on veut rajouter des objectifs là-dessus, j'en ai un juste là, et bien voilà plus ou moins ce que ça mesure. Donc on n'est plus du tout dans du portable. Donc en fait, c'est un choix à faire. Soit on veut un point and shoot rapide, compact, qu'on peut transporter partout, et ben on fait la passe sur le stabilisateur parce que sinon on aurait un appareil beaucoup plus gros.
ou alors on va à un stabilisateur, et là on passe sur une gamme d'objectifs interchangeables. Donc ici, pas de stabilisateur. Mais pour moi, c'est un faux débat. Je m'attarde un peu là-dessus parce que je sais que ça va vraiment créer le débat un peu partout dans les commentaires, sur le net. Je sais très bien que c'est quelque chose qui va faire jaser. Pas de stabilisateur. Aussi, pour moi, sur une taille de capteur comme ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vous rappelle qu'un stabilisateur, ça permet de garder une photo nette puisque ça va vous faire gagner des stops. Et donc, en gros, pour éviter de devoir monter trop haut en sensibilité sur la plupart des appareils photo, l'appareil, grâce au stabilisateur, va vous permettre de baisser votre vitesse pour faire rentrer plus de lumière et donc de ne pas devoir faire monter votre capteur trop en sensibilité, de dégrader la qualité de la photo, puisque le stabilisateur va vous permettre, dans des vitesses très lentes, de stabiliser votre bouger, mais pas le bouger de votre sujet. Donc si vous avez un sujet qui bouge, vous serez de toute façon obligé de monter en vitesse. Ici, vu qu'on a un capteur énorme qui va hyper bien gérer la montée en bruit, finalement, on ne doit pas avoir peur de monter en vitesse, ce qui va en fait combler le manque de stabilisateur. Donc n'ayez absolument pas peur, on le verra sur les photos, et puis on le reverra dans d'autres vidéos dans quelques semaines, mais n'ayez pas peur de monter en sensibilité, puisque vous n'aurez pas du bruit dégueulasse, et dans des très hautes sensibilités, vous allez garder une photo de très très haute qualité, donc le stabilisateur devient un peu moins important là-dessus. Pour certains, par contre, ça risque d'être embêtant, c'est pour les vidéastes, ça d'accord, mais cette vidéo ne s'adresse pas aux vidéastes, je suis plutôt photographe. Mais effectivement, là, si vous n'avez pas de gimbal ou de stabilisateur, à main levée, ça risque de poser problème de ne pas en avoir, là, c'est vrai. La deuxième chose qui risque de faire grincer ici, c'est ceci. Vous voyez, on a un viseur. Alors, je vous le dis tout de suite, il est d'excellente qualité. C'est certainement le meilleur viseur que j'ai pu utiliser depuis que je suis passé sur des gammes hybrides ever. Et j'ai utilisé d'autres marques, toutes marques confondues. J'ai jamais vu un viseur d'aussi bonne qualité. Alors, je ne sais pas, honnêtement, quelles sont ses caractéristiques techniques, parce que moi, j'ai eu l'appareil, mais rien n'est sorti, rien n'a fouté. Il n'y a même pas de PDF que Fujifilm m'a envoyé. Donc, je ne sais pas quelle est la résolution du viseur, mais en tout cas, il est excellent. Mais c'est un viseur uniquement électronique. Et ça, même moi, j'ai trouvé ça étonnant. Il est excellent, comme je vous l'ai dit, mais si on reprend son petit frère ici, le X106, vous savez que c'est une visée claire, on va le mettre ici, mais vous savez qu'ici, c'est une visée claire, et ce qui permet de viser, d'avoir une visée type télémétrique, et en tout cas, d'avoir une visée à travers, vous voyez ici, on le revoit là, à travers vraiment un prisme et sans devoir passer par l'objectif. Ça permet de ne pas avoir de problème, par exemple, dans les basses lumières, des choses comme ça. Et puis, il y a une visée hybride en plus ici qui permet de remonter à petit écran pour vous aider à la visée ou de vite voir ce que ça va donner selon votre simulation de film. Donc, ici, on peut vraiment activer ou désactiver le viseur électronique. Et là, pas. Et ça, par contre, c'est vraiment bizarre parce que c'est un type de viseur qui aurait pu vraiment plaire aux amateurs de cet appareil photo. Ils n'ont pas mis, alors que c'est même un viseur qui existait déjà dans leur gamme, donc il n'y avait pas vraiment de recherche et développement à faire. Pour moi, là, c'est vraiment une question de coût. S'ils avaient dû intégrer ce viseur-là, ça voulait dire intégrer un viseur hybride avec un écran amovible, ça aurait coûté plus cher. Donc voilà, ils ont fait ce choix de ne pas en mettre. Je trouve ça un peu dommage, même si je vous assure qu'à l'utilisation, j'ai jamais eu de soucis. Je me suis jamais dit, mince, j'ai pas de visée claire. Surtout que moi, je suis plutôt un habitué du viseur électronique. Donc ça ne m'a pas manqué, mais je sais que ça peut manquer à certains d'entre vous. Donc il faut savoir qu'il n'y est pas. Mais voilà, ce monobloc est d'hyper bonne qualité. Quand on l'a en main, on sent vraiment qu'on a quelque chose de hyper bien fini. C'est une fabrication japonaise, en tout cas le modèle que j'ai reçu, c'est un modèle sample évidemment. Donc j'espère que les modèles de série seront aussi fabrication japonaise. Mais là, c'est une fabrication japonaise qui explique également son prix et sa qualité de fabrication. Alors, maintenant, il y a les petites choses que j'aimerais vous montrer ici, qui sont quand même hyper intéressantes. C'est cette petite roulette, là, par contre, qui est totalement nouvelle chez Fujifilm, qui ont été intégrées sur cet appareil, et c'est tout à fait normal. On a ici, vous voyez, 4/3, qui est le format plein. Je vais d'ailleurs l'allumer. Vous allez voir ici. Ici, le format plein, j'espère qu'on voit bien l'écran. Donc 4/3, c'est le format complet, vous utilisez les 100 millions du capteur. Et après, vous avez différents formats qui sont en fait des formats qui existent déjà dans la photo ou dans la vidéo. Ce ne sont pas des formats inventés qui sortent de nulle part. On peut le passer en 3/2, c'est un format par exemple du plein format ou de l'APS-C. On parle de ratio ici, vraiment de ratio. Et donc, vous allez perdre ici, vous voyez sur les côtés, c'est noir. Si vous voulez avoir une visée d'aide plus importante, vous pouvez évidemment vous aider avec un cadre blanc, là qui apparaît, vous le voyez, il est juste là. On peut le faire apparaître. Puis alors, il y a différents types de visées. C'est peut-être pas clair ici, mais en fait, c'est soit le cadre blanc, soit noir tout autour, et vous ne voyez vraiment que ce que l'appareil va prendre en photo,
soit c'est grisé tout autour et vous pouvez quand même voir ce qui se passe. C'est intéressant et ce qui va arriver sur votre cadre. C'est intéressant pour les photographes de street, justement, qui aiment voir ce qui va rentrer dans leur cadre avant de pouvoir déclencher. Et donc là, ça s'approche un peu de ces fameux rangefinder. Donc, on pourrait imaginer que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé RF, même si ce n'est pas un vrai rangefinder comme on pourrait l'avoir sur des appareils vraiment télémétriques comme Leica ou déjà comme le X106 où ça se rapproche déjà plus. Mais voilà, on a un peu cette philosophie-là. Et vous voyez, je peux changer de format. On a un format 16:9, on a un format, même on peut faire des panoramas. Et ça permet vraiment de se concentrer sur ce qu'on va avoir. Ce changement de ratio, ça, on peut se le permettre. C'est ça qui est génial avec cet appareil. C'est vu qu'on a 100 millions de pixels, même si on va chercher un ratio qui est plus croppé, il n'y a aucun problème, je vous le garantis. C'est que vous allez sur chaque fois garder minimum 40, 50 ou 60 millions de pixels sur votre photo. Donc, il n'y a aucun souci. Ça permet vraiment de jouer sur les différents ratios de la photo que vous voulez. Et c'est évidemment, moi, celui que j'ai utilisé pratiquement tout le temps, c'est celui-ci, le 5:4, puisque c'est typiquement le ratio Instagram et que je publie pratiquement tout sur Instagram. Alors là, ici, ce que je viens de changer sur la roulette du devant, là, c'est intéressant, ça permet de changer d'objectif. Ce sont des objectifs numériques. Donc, comme je l'ai dit, c'est à 28 mm, à 35 équivalent 28. Si je passe ici, je passe sur du 45 mm, donc on va être plus ou moins sur du 35 mm, ce qui pourrait plaire plus aux photographes de street. Et puis après, à 63, on rentre sur des optiques plus de portrait, etc. C'est du crop. Soyons clairs, c'est du crop, ça permet de vous aider, ça permet d'exploiter les 100 millions de pixels, donc pas de souci, vous aurez des très bonnes photos, même si vous croppez pour imiter du 35 mm ou du 50 mm, mais vous n'aurez pas le détachement du sujet d'une optique en 50 mm par exemple. Vous n'aurez pas le bokeh d'une optique de 50 mm. Donc attention à ça. Maintenant, je pense que ça peut venir par après avec des accessoires comme ceux qui existent pour le X106 par exemple, avec des choses à venir visser devant pour pouvoir vraiment avoir des optiques qui zooment plus de portraits ou des optiques encore plus grand angle, pourquoi pas. Chose aussi qui pourra aussi en décevoir certains puisqu'il y en avait sur le X106, il n'y a pas de petit flash intégré, ce qui aurait été pas mal quand même parfois pour déboucher dans le cas de certains portraits, etc. Il y a évidemment la griffe flash qui est là. Par contre, c'est un obturateur central. Je vous invite, je vous mettrai les liens d'explication. Je ne vais pas revenir, c'est un peu technique, mais le fait d'avoir un obturateur central permet déjà d'avoir un appareil qui est hyper silencieux et puis surtout d'avoir un appareil qui est compatible avec de la très haute vitesse de synchro flash. Ça permet en fait de pouvoir utiliser son flash à n'importe quelle vitesse et ça, c'est super avec un obturateur central, ce qui n'est pas le cas avec un rideau classique. Donc voilà déjà un gros avantage aussi de cet appareil qui va pouvoir me permettre d'utiliser les flashs dans n'importe quelle situation. Quelque chose d'autre aussi que j'adore, mais qui s'adresse plus à mes collègues street photographeurs, c'est ici les deux petits... on a ici deux petites marques, ce qui fait que quand vous ne regardez pas votre appareil, quand vous avez les deux marques qui sont complètement à l'horizontale, vous savez que vous êtes en f8, qui est sur une optique f4, généralement la meilleure qualité d'optique que vous pouvez avoir. Et en f8, vous pouvez vraiment faire de la street photo sans problème. Et puis alors après, vu que c'est hyper bien cranté, on le sent sans devoir regarder. On sait qu'à chaque fois qu'on crante à droite, on perd 1/3 de diaph. Et que quand on va à gauche, on gagne 1/3 de diaph, ce qui va permettre en fait chaque fois de gagner tous les 3 crans un stop ou de perdre un stop. C'est super bien foutu et ça permet de ne pas devoir regarder son objectif tout le temps. C'est vraiment hyper agréable à utiliser pour les photographes de street qui commencent un peu à connaître leur distance. C'est juste parfait. Mais bon, vous le savez, moi je suis photographe portrait et mode. Et donc, je vous emmène avec moi en shooting. On va regarder un petit peu le backstage de tout ça et quelques photos réalisées avec cet appareil. Et puis après, on reviendra ici en studio où je vous donnerai mes sentiments sur le rendu des photos. On regardera aussi quelques petits détails et puis on passera à la conclusion, évidemment. À tout de suite. On se retrouve ici sur le lieu de shooting avec le GFX RF100, le GFX 100 RF, pardon. Il va falloir que je m'habitue. On va le tester donc en conditions de shooting. C'est un appareil qui, comme je vous l'ai dit déjà en introduction, ne s'adresse pas vraiment à moi à la base, mais on va quand même regarder ce qu'il vaut en conditions de shooting portrait mode ici en pleine campagne. On est un jour de mars où il fait beau. En Belgique, c'est rare, donc on va en profiter. On va voir ce qu'il a dans le ventre surtout, et puis on va tester à fond ce moyen format. Je pense quand même qu'on peut avoir des résultats vraiment sympas.
comme vous avez pu le voir dans cette vidéo backstage, eh bien, j'ai pris énormément de plaisir à utiliser cet appareil, même avec cette focale 28 mm, qui n'est pas une focale avec laquelle je suis très à l'aise, c'est pas du tout ma zone de confort, mais j'ai pu justement travailler la composition différemment, intégrer mon sujet beaucoup plus dans son environnement, parce que l'environnement prend beaucoup plus de place évidemment en 28 mm, et puis ça m'a permis également de travailler sur des lignes beaucoup plus verticales. J'ai travaillé beaucoup en contre-plongée pour agrandir mon modèle. Ça lui a permis vraiment de faire des poses tout en longueur, tout en hauteur. Ce qui, avec le 28 mm, ça donne vraiment des lignes de fluide qui sont très, très agréables. Donc voilà comment j'ai pu travailler avec. Et c'était vraiment super bon moment. Alors, est-ce que ça pourrait être mon appareil principal? Bien sûr que non. Ça m'a donné peut-être envie de réinvestir dans un grand angle pour mon appareil de travail. Mais j'ai quand même besoin de pouvoir changer d'optique pour pouvoir faire tout type de photos pendant un shooting. Donc, je ne pourrais pas me limiter uniquement à ce GFX sans RF. Mais par contre, je comprends que certains photographes dans certaines disciplines sont contents tout à fait parce que la qualité est dingue. Et là, si vous voulez, sur ordinateur, je vais juste m'arrêter sur 2-3 points qui pour moi me semblent intéressants et qui sont des avantages de ce GFX sans RF. Alors on est ici sur le bureau, vous voyez j'ai zoomé ici, le premier avantage évidemment c'est le 100 millions de pixels. Ça permet pour un portraitiste comme moi, alors évidemment c'est commun à toute la gamme GFX, hein, mais on remonte encore ici, de pouvoir aller travailler la peau en détail. Vous voyez, on a vraiment tous les pores de la peau, tous les petits défauts, etc. Ça me permet d'aller travailler la peau en détail tout en la laissant naturelle, puisque je vais juste pouvoir aller travailler vraiment très très en détail les petits défauts et laisser par contre les pores de la peau et la texture de la peau de manière naturelle. Moins on a de pixels, moins on a de définition, plus le travail de la peau est délicat, parce que si on en fait trop, ça fait vite poupée de cire. Plus on a de définition, plus on a de détails, moins on a cet effet poupée de cire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et vous voyez, il y en a énormément de détails parce que si je dézoome, on a quand même une photo qui n'était pas du tout en plan serré et pourtant, on a gardé énormément de détails sur le visage. Donc, c'est bien la preuve que ces 100 millions de pixels peuvent vraiment vous sauver la mise en tant que photographe de portrait. J'ai aussi légèrement testé l'autofocus de cet appareil. Vous avez peut-être vu la vidéo promotion marketing du X-Summit de Fujifilm où ils ont fait des photos d'un cheval au galop et visiblement l'appareil arrivait à suivre. Moi, je ne suis pas allé jusque-là parce que c'est pas du tout mon type de photo. Mais je voulais voir quand même si sur une marche, on va dire active, une marche dynamique, il arrivait quand même à bien suivre le modèle avec la reconnaissance du visage. Je fais du portrait, c'est ce qui m'intéresse le plus. Là, ce Keiné a l'habitude de défiler sur podium. Donc, j'ai demandé de faire une catwalk assez rapide et j'ai mis la rafale en 10 images par seconde ou 8 images par seconde. Je pense qu'il ne peut pas faire plus, en tout cas avec la carte mémoire que j'avais dedans. Et avec le suivi automatique du visage et le suivi autofocus. Et on peut quand même constater, voilà, on va passer d'un à l'autre, qu'en fait, l'appareil n'a absolument raté aucune de ses mises au point. Donc, tout est chaque fois net. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. On a ici, vous voyez, tout est resté net à chaque fois. Il n'a jamais raté le point. Il a continué alors qu'elle quitte quand même le champ. Donc, elle n'est plus au centre et elle est toujours bien nette. Donc voilà, ça aussi, c'est un bon enseignement. C'est qu'on a un autofocus qui est performant. Est-ce que c'est un autofocus de photographe de sport? Je pense pas. Sur la gamme GFX, on n'est pas encore là. Mais par contre, que vous voulez faire du portrait, des cibles en mouvement, vos enfants qui courent, des choses comme ça, eh bien, ça peut fonctionner. Eh bien, ça fonctionnera parfaitement. Donc ça, c'est déjà aussi plutôt un point très positif. Hein. On sait que Fujifilm travaille énormément sur l'autofocus parce qu'ils avaient un peu de retard. Mais on voit vraiment qu'il y a un effort qui est mis, que c'est largement rattrapé et que maintenant, ils sont à un niveau de la plupart des autres marques. Et la dernière chose que je trouve très intéressante, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est la montée en ISO. Donc, pas de stabilisateur. On va garder une vitesse relativement élevée si on veut pas de cible bouger. C'est ce que j'ai fait ici sur une lumière tamisée avec mon Fujicha. Et à gauche, vous avez ici du 6400 ISO et à droite du 8000 ISO, pardon. Et on peut voir qu'on a quand même toujours du détail. Regardez ici les poils là sur le côté, les fleurs là-bas. On garde de la dynamique parce que les couleurs restent quand même assez vives. Et on a pas mal de détails, même en 6400 ISO. Et là, vous voyez, il y a du bruit, comme je l'avais dit. Ça n'évite pas le bruit à recapteur, mais ça réduit sa taille. Et donc, on a du bruit qui s'apparente plus à du grain. On n'a pas du bruit dégueulasse avec des gros points RGB qui se voient énormément. Donc en 6400 ISO, c'est réussi. Et on peut même voir ici que en 8000 ISO, ça le fait aussi, hein, ça fonctionne. Alors pour moi, l'appareil a plutôt fait la mise au point sur les fleurs, je pense. Mais voilà, on garde du détail, on garde de la dynamique des couleurs. Donc, n'ayez pas peur, comme je vous l'ai dit, de
monter en ISO. Surtout, bah, n'oubliez pas aussi que votre photo, si vous la captez correctement, elle se regarde en 100% et personne ne la regardera en 400% comme vous. Donc là, le bruit est largement bien géré. Donc n'ayez pas peur de monter et ça évitera ce possible défaut qui n'en est pas un de ne pas avoir de stabilisateur puisque vous aurez toujours une image LED dans des vitesses élevées. Alors ma conclusion, évidemment que c'est un appareil extraordinaire, évidemment que la qualité, elle est juste incroyable et que pour un appareil comme ça, point and shoot, un monobloc, eh bien, ça, dans le milieu de la photo numérique, je pense une qualité pareille ne s'était jamais vue encore aussi compacte. Donc c'est incroyable, c'est vraiment un changement dans le milieu de la photo. Je ne sais pas si d'autres marques comme Hasselblad par exemple, quand on l'a en main, ça respire la qualité, ça respire vraiment la finition incroyable. C'est un appareil vraiment, vraiment d'exception, avec, comme je vous l'ai dit en introduction, des concessions, pas de stabilisateur, mais pour moi, ça n'a aucune importance, et pas de visée claire. Là, par contre, juste ici, par contre, c'était là, c'est peut-être un peu dommage, mais ça n'a pas gêné du tout dans l'utilisation de l'appareil. Alors après, pour conclure, est-ce que cet appareil est fait pour vous? Eh bien, ça, la réponse, c'est vous qui l'avez, selon ce que je vous ai donné, ce qu'on vous a donné sur la vidéo du bistrot, et puis sur toutes les autres vidéos que vous allez certainement regarder. En tout cas, comme je vous l'ai dit, il est disponible sur la boutique du Fugiste. Si vous le voulez, vous pouvez le précommander, mais c'est un investissement. On est à 5 500 €. Donc, c'est un véritable investissement. Ça s'adresse vraiment aux gens qui ne veulent faire aucune concession sur la qualité, même sur leur appareil de transport. Je pense également aux publics reporters, par exemple, qui sont en voyage à l'étranger, qui doivent rendre des images de très haute qualité, aux photographes de paysages, de voyage. Là, ça tient dans un petit sac, mais ça vous permet de faire des agrandissements de plus d'1 mètre et d'avoir des photos à effet wow incroyable. Ça, c'est le seul appareil sur le marché dans ce format-là qui pourra vous le procurer. Donc, c'est à voir si il est fait pour vous. Si vous vous dites 5 500 €, c'est ce que je suis prêt à payer pour avoir le top de la qualité qui tient dans une seule main, alors oui, il est fait pour vous. Si vous vous dites, après avoir vu toutes les vidéos, après avoir énormément épluché l'appareil, ça reste trop cher pour moi, c'est simplement qu'il n'est pas fait pour vous. Et alors, passez votre chemin. Il y a certainement d'autres appareils de la gamme qui sont plutôt adaptés à vos besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ce GFX vous a plu. N'hésitez pas donc encore une fois à activer la petite cloche et à mettre un pouce bleu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À très bientôt. Salut, ciao!